Merci. Je vais me placer ici, je vais vous passer le microphone. Merci tout le monde. Vous êtes vraiment nombreux ce matin pour prendre connaissance du dernier rapport qui fait une évaluation exhaustive des services écosystémiques fournis par le monde CAICOP. C'est une cause de longue date qui oppose une vision de foresterie à une vision de protection, de préservation du territoire. Donc, sans plus tarder, on va passer à la parole. On a plusieurs intervenants, mais on va commencer avec un des auteurs du rapport, Jérôme Duprat, biologiste, chercheur à l'Université de Québec en Outaouais. Et il y a d'autres auteurs qui sont aussi rattachés à l'Institut de la forêt tempérée et à l'Université de Québec à Montréal qui sont présents ici dans la salle, si vous avez des questions après la conférence. Donc, Jérôme, si tu peux t'avancer... Je vais peut-être passer le micro. Bonjour tout le monde, merci d'être là en grand nombre. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Alors, merci Diego pour l'organisation et la présentation. Donc, il y a 1 an et demi, 3 chercheurs, dont moi, avons fondé ce qu'on appelle dans le domaine une spin-off, donc une entreprise qui est intimement liée à des laboratoires de recherche. Donc, l'idée est de pouvoir utiliser la science qu'on développe, les théories, les modèles, mais de pouvoir répondre à des questions plutôt sociales. Donc, cette firme-là, Eco2Herb, a été mandatée dans ce cas-ci par la coalition du Mont CAICOP et la Fondation David Suzuki pour prendre un regard un petit peu plus exhaustif et large sur la multifonctionnalité des forêts dans le sud du Québec, en prenant l'exemple du Mont CAICOP. L'idée ici, c'est de mettre en contraste différents scénarios, différentes perspectives sur l'aménagement du territoire. Donc, on nous a demandé de regarder quelles sont, ici, c'est d'un point de vue économique, quelles sont les retombées économiques directes et indirectes des activités forestières, des récréotouristiques qui se passent actuellement sur le territoire et d'envisager quelle serait cette lecture économique dans un futur proche où on pourrait prendre différentes avenues sur l'aménagement du territoire. Donc, pour faire de la science, on a besoin de données. Donc, on a utilisé différentes sources de données, que ce soit géomatiques, des données économiques sur le bois, sur le stockage du carbone. Et dépendamment de la disponibilité des données, on a pu évaluer 5 services écosystémiques. Donc, un service écosystémique, c'est, dans sa définition, c'est le bénéfice que les collectivités peuvent retirer de la nature. Donc, il y a des services écosystémiques très tangibles, marchands. Dans ce cas-ci, il y a des produits forestiers ligneux qu'on a pu analyser. Mais il y a des services qui sont moins directs, mais qui ont leur impact aussi sur notre qualité de vie, que ce soit au niveau local ou global. Donc, grâce à différentes données disponibles, on a pu évaluer la valeur du stockage et de la séquestration du carbone. On a pu avoir une analyse de la biodiversité du site, des produits forestiers ligneux, ainsi que des retombées des activités récréotouristiques. Donc, j'ai quelques notes ici que vous pourrez retrouver dans le rapport qui est disponible en ligne, hébergé sur le site de la Fondation David Suzuki et aussi qui a été circulé par la coalition du Mont CAICOP. Donc, on parle ici d'un territoire d'un peu plus de 4000 hectares. Donc, c'est le massif du Mont CAICOP, mais également bordé par deux éco-corridors qui permettent de relier le massif forestier à d'autres ensembles du territoire. Et donc, avec les données disponibles, on a pu montrer que les retombées économiques directes de la valeur des coupes forestières sont de 36 000 $ par année actuellement. Au niveau du carbone, donc la valeur du carbone stocké dans les terres, et donc dans les différents milieux humides, dans les sols, dans les arbres, a une valeur de 700 000 $. Et la séquestration annuelle, donc les arbres qui sont en croissance, la biomasse qui vient d'être, qui est séquestrée par le vivant, donc a une valeur de 500 000 $ annuellement. Au niveau des activités récréotouristiques, donc on pourra entendre un intervenant qui gère directement la base de plein air. On a des retombées annuelles de 300 000 $. Donc, on montre que la valeur actuelle des services écosystémiques, de ce qu'on a pu analyser, donc c'est vraiment une valeur plancher, donc c'est la pointe de l'iceberg, c'est de 1,6 million $ annuellement en termes de services fournis par
le territoire visé. Et si on considère des retombées économiques indirectes, donc par exemple ce que ça peut générer comme activité économique dans la région, on porte ce chiffre à 2,6 millions de dollars. Ceci est motivé par des retombées indirectes de 350 000 dollars pour les activités forestières et de 710 000 dollars pour les activités récréotouristiques. Donc, on a fait par la suite une analyse de la biodiversité du territoire, donc en regardant plusieurs sources de données, la classe des oiseaux nicheurs, des différentes sources. Et on a montré que c'est un territoire, en fait, excessivement riche en biodiversité. On y recense 200 espèces actuellement, et dont 22 ont des statuts, donc des statuts d'espèces menacées, d'espèces vulnérables. Et donc, parmi celles-ci, là, dans les espèces vulnérables, là, ici, j'ai noté l'ail des bois, l'orme-liège, la grenouille des marais. Donc, c'est vraiment un écosystème très riche. Et dans cette idée de donner de la perspective entre la conservation, vouloir préserver un habitat pour ces 200 espèces, et de l'autre côté, vouloir également faire du développement économique, on a généré 2 scénarios futurs en se disant, si on prend cette position-là d'intensifier les coupes, tel qui est désiré par le ministère. Donc, on a pris des zones qui sont désignées des zones de coupe dans le futur. Donc, voici le scénario où on couperait ces arbres-là. Et on montre que si on jongle avec nos indicateurs, donc plus de revenus pour les retombées de produits ligneux, mais moins de carbone stocké, moins de revenus récréotouristiques. Donc, dans un scénario où on irait de l'avant avec les coupes du ministère, plus de coupes, ça rapporte moins d'argent parce qu'on a la valeur actuelle de 2,6 millions de dollars qui passerait à 2,5 millions. Donc, intensifier les coupes, ça nous mène à une perte de 100 000 dollars annuellement. Et de l'autre côté, on se dit, si par contre, on arrête les coupes actuelles puis on va davantage vers un scénario de conservation. Ici, on a des retombées économiques qui diminuent également. Donc, on perd environ un peu plus de 370 000 dollars pour porter les retombées économiques à 2,2 millions de dollars annuellement. Par contre, ici, on vient sécuriser les habitats pour la biodiversité pour ces 200 espèces. Et au-delà de ça, on n'a pas pu avoir des données pour chiffrer d'autres types de services, mais on peut souligner à grands traits qu'il y a des services culturels qui sont fournis par ce territoire-là. On est près d'une réserve Mohawk. Il y a des services esthétiques. Donc, il y a beaucoup de résidences secondaires où la valeur de ces résidences-là est justifiée par la qualité du milieu, dont des aspects esthétiques. Donc, c'est en résumé le contenu du rapport qui nous permet de voir la valeur actuelle et la valeur de 2 scénarios contrastés dans le futur de cet impact-là. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, on va écouter Claude Samson qui va nous présenter une historique de la lutte pour sauver le mont Kaikop et une description peut-être sommaire du territoire à protéger. Oui, merci. Alors, bonjour. Claude Samson, je suis de la Coalition pour la préservation du mont Kaikop. On milite depuis 6 ans pour préserver cette belle montagne. J'ai préparé une petite présentation pour être sûr de rien oublier. Je vais aller rapidement. J'ai peut-être 5-6 minutes. 6 années de mobilisation citoyenne ont permis de documenter rigoureusement un projet économique et environnemental important. Qu'a fait le ministère des Forêts? Rien. Ça, c'est le constat qu'on dresse. Rien, car il est cantonné dans son rôle d'approvisionneur des industriels forestiers. C'est le premier constat qu'on dit. 20 ans après l'erreur boréale, la gestion des forêts du point de vue social, est-ce qu'elle s'est améliorée? Puis, il y a des liens sibyliens, MFFP, MRC et les industries. Ici, c'est les industriels forestiers. La coalition milite depuis bientôt 6 ans. On n'est pas contre tout projet de coupe forestière, pas du tout. On n'est pas contre ça, mais on dit que le mont Kaikop, c'est pas une simple terre forestière, c'est pas une simple forêt. Étant donné son importance écologique, son importance dans le milieu, elle doit être protégée. Ça a toujours été le point de vue de la coalition qu'on véhicule depuis 6 ans. Je donne des images un peu. On voit le Kaikop ici, vu du rang 9 à Sainte-Lucie. On voit la montagne. On voit ici le Kaikop l'hiver. Quand on grimpe au sommet, on a une vue du côté de l'Anaudière. Ici, le Kaikop, une vue du côté ouest. On voit le lac du Frêne en bas. Sainte-Agathe est par là. Saint-Donat est de l'autre côté. Le Kaikop l'été devant le lac Legault, où est située la base de plein air, l'Intervalle. Et le Kaikop, un des habitants du Kaikop qui a élu domicile. Et une dernière photo du Kaikop du côté nord-est. Et on voit quelque part ici, là, c'est le massif du Mont-Tremblant où sont les pentes de ski. Notre approche est rigoureuse et structurée. La coalition, on a investi plus de 82 000 $ au fil du temps en études diverses
pour faire les caractérisations, pour faire décrire l'acceptabilité sociale, etc. La valeur du temps volontaire des membres de la coalition depuis 6 ans représente minimalement 200 000 $. Puis ce calcul-là est basé sur un taux de 15 de l'heure. Je pense qu'on vaut plus que ça. Là. Si on met un taux de 25 de l'heure, on s'en va dans le 400 000 $. Tout le temps qu'on a investi à préparer tous les documents, tout l'argumentaire juridique, les présentations qu'on a faites, etc., c'est vraiment la valeur citoyenne qui est en arrière de ce projet-là. Puis nos travaux ont permis de documenter 3 enjeux importants. On dit que tout projet d'environnement devrait couvrir au moins 3 enjeux, l'enjeu de l'acceptabilité sociale, l'enjeu environnemental, puis l'enjeu économique. Revenons sur l'enjeu économique, justement. Jérôme vient de présenter son étude. Moi, j'aurais peut-être juste amené des éléments à prendre en compte. L'étude, c'est une photo à une date donnée. C'est sûr que pour faire son étude, il fallait que ça se repose sur des données vérifiées. Les données vérifiées, c'était les états financiers de l'intervalle à la fin mars 2018. Robert, qui est ici, le président du conseil, pourra confirmer que depuis ce temps, le chiffre d'affaires est en hausse d'à peu près 30 % parce que l'intervalle est en redémarrage avec un nouveau concept et de nouvelles activités. Fait que si on tenait compte seulement de cette donnée-là, l'état de l'étude est complètement inversé. Autre chose aussi à dire, il y a plusieurs coûts externes qui concernent la foresterie. Dans l'étude, c'est basé sur un coût que le gouvernement retire des droits de coupe, mais il y a des coûts externes aussi. Les routes, là, c'est le gouvernement qui les paye. La remise en état des sites, après, c'est le gouvernement. Exemple, au CAICOP, il y a une plante qui s'appelle la vigne en bois d'orignal, mais quand on fait des coupes, ça aide à la propagation de cette plante-là. Puis après ça, il faut l'enlever mécaniquement. Qui paye pour ça? C'est encore le gouvernement. Les plantations d'arbres, c'est le gouvernement. Les routes municipales, ce sont les citoyens qui payent pour ça. Si on tient compte de tout ça, la foresterie dans son ensemble n'est pas nécessairement rentable. Mais dans des régions où pour, dans le fond, maintenir une viabilité économique puis une occupation du territoire, on comprend que c'est important, que c'est un investissement pour le gouvernement. Mais dans une région comme où le principal moteur économique de villégiature, comme les nôtres, on trouve qu'il y a un non-sens là-dedans. Donc, on dit les régions de villégiature comme la MRC de Laurentides, c'est quoi le principal capital de ces régions-là? C'est sa nature. Puis pourquoi le MFFP dilapide ce capital en procédant à des coupes forestières justement dans des centres de villégiature qui sont là, qui sont existants, puis qui génèrent des revenus? Puis pourquoi les élus réagissent peu ou pas à cette... parce que c'est ce qu'on constate. Les élus, les MRC réagissent peu ou pas à ce qui se passe présentement dans nos régions, notamment dans Laurentides et Matawini. 20 ans après le film L'Aurore boréale, ça a bouleversé la foresterie au Québec. On est arrivé après la commission Coulombe. Suite à ça, il y a eu des recommandations. Puis suite à ça, il y a eu une nouvelle loi qui a été mise en place en avril 2013. Et c'est sur la base de cette loi-là que nous, la coalition, on a toujours œuvré, milité, puis documenté nos actions. Rapidement, cette loi-là c'est un bouleversement. Elle met au cœur de la planification et de la gestion des forêts, elle met les citoyens et les communautés au cœur de ces opérations-là. Puis le ministère doit en tenir compte. La loi, elle dit clairement que les forêts doivent lutter contre les changements climatiques, doivent tenir compte des besoins sociaux des régions, doivent tenir compte des projets des régions, doivent intégrer les communautés autochtones et les communautés locales. Ensuite, enjeu acceptabilité sociale. Je vous décris ça tout rapidement, ce qu'on a fait depuis 6 ans. On a prouvé sans équivoque au ministère que l'acceptabilité sociale était nettement en faveur de la protection du Mont-Caïcop. L'aire protégée avait déjà été planifiée par la municipalité avant même qu'on sache qu'il y avait un projet de coupe forestière, depuis avril 2013. C'est un site régional emblématique et protégé au fil du temps. On a obtenu même un jugement interlocutoire en Cour supérieure en janvier 2014 et la juge nous a donné pleinement raison. Il y a 10 000 personnes de plus de 60 municipalités qui ont signé une pétition pour préserver la montagne, puis à Sainte-Lucie, c'est 1 200 personnes. Fait qu'on s'entend que les 10 000 personnes, c'est un enjeu qui dépasse largement le cadre régional également. Il y a un sondage qui a été réalisé en 2016, puis 95 % des gens étaient contre les coupes, puis 80 % voulaient une aire protégée. Puis on a un appui d'organismes respectables de la protection de l'environnement, dont la Fondation David Suzuki, que je souligne le coaching puis l'apport important qu'il nous procure dans notre lutte. Également, on a l'appui de la communauté Mohawk, parce que le Mont-Caïcop, géographiquement, il est situé vraiment là, à 2 pas de cette communauté-là, dont le territoire de chasse de 100 km² est à côté. Puis Caïcop, c'est un fournisseur de faune pour leur territoire. 3 conseils municipaux de Sainte-Lucie ont appuyé la coalition depuis sa création et son projet. Plusieurs marches publiques ont été tenues. Et les gens ont financé généreusement la coalition. On a fait des appels de financement. Comme je vous dis, on a réussi à amasser 82 000 $ pour faire des études. Et finalement, il y a un OBNL qui est en
récupération et c'est un lien important pour les activités de plein air. Donc, on voit qu'au point de vue acceptabilité sociale, on a réellement démontré qu'elle était là pour la préservation. Maintenant, si on parle de l'enjeu environnemental, bien, c'est le deuxième sommet de la MRC des Laurentides, après le Mont-Tremblant. Il n'y a pas d'agriculture, pas de sport de masse, peu de routes, peu d'habitation, que de la nature. Pas de caractérisation effectuée par le MFFP, mais c'est nous qui l'avons effectuée à même nos frais. Quand le MFFP est arrivé avec le plan de coupe en 2013, il n'y avait même pas d'identifié sur son plan qu'il y avait une base de plein air et 40 km de sentiers de randonnée. Bien, nous, on les a fait faire les études de caractérisation, puis ça a sorti dans le jugement que le ministère n'avait même pas les ressources pour aller faire l'inventaire pour voir s'il y avait des vieilles forêts qui étaient sur le CAICOP, comme on disait au ministère. On dit que la forêt il pousse très lentement sur une couche très mince de sol d'au plus de 25 cm d'épaisseur. C'est une rareté au sud du Québec. Une forêt de cette altitude, recelant des forêts denses, vieilles, dans une proportion de 67 % de 70 ans et plus. Puis de ça, il y en a une proportion importante que c'est 100 ans et plus. Puis quand on a fait l'inventaire, la caractérisation en 2014, on a trouvé la présence de micropeuplements anciens et aussi en stade initiaux, soit un des 3 types d'écosystèmes forestiers qui devraient être protégés en fonction des lois. Il y a des arbres en haut, André, si je ne me trompe pas. Il y a des bouleaux jaunes, je pense, qui sont vieux de plus de 150-200 ans. En tout cas, je pense que c'est important à tenir compte. Il y a une carence importante, le ministère l'a identifié lui-même, il y a une carence importante de vieilles forêts dans le secteur du CAICOP. Pourtant, dans son plan d'aménagement, il n'a pas tenu compte que comme opportunité pour atténuer cette carence-là, de laisser le CAICOP intact, justement pour pallier. Les vieilles forêts, ce sont des pouponnières pour la biodiversité. C'est indispensable pour le maintien et le foisonnement de la biodiversité. Puis géographiquement, c'est là, je pense, l'enjeu majeur. Le CAICOP, c'est un carrefour. Il est situé au centre d'autres zones qui sont là, naturelles, d'autres zones de conservation. Si on regarde du côté sud, il y a le territoire Mohawk, 100 km² de forêt et de parc. Il y a 65 lacs là-dessus, il y a des montagnes. Ça n'a jamais été exploité. Vers le nord, il y a la montagne Noire, il y a le parc du Mont-Tremblant, puis ça s'en va vers la Naudière. Il y a le Mont-Waro. Après ça, on tombe dans la Naudière, le parc régional de la Forêt-Waro, 160 km, le parc des Sept-Chutes, 20 km. Il y a là, pour le gouvernement, un enjeu vraiment important de dire que tout ça, c'est au centre d'une nature vierge. Puis ces sites-là que je vous parle, sauf le territoire Mohawk, ce sont des sites publics où, pour la plupart, il y a déjà des activités agro-touristiques qui sont là. Donc, arrêtons d'aller massacrer ces endroits-là, puis prenons une pause vis-à-vis des changements climatiques. C'est ce qu'on se dit. Aussi, le CAICOP, c'est un milieu hydrique vaste, riche et varié. Il y a 5 lacs là-dessus, il y a des sources, il y a des ruisseaux, il y a des marais, des tourbières. Ça alimente 2 bassins hydriques distincts. Un qui s'en va vers la Naudière, puis l'autre qui s'en va, en fait, le Waro, l'Assomption, puis ensuite dans la rivière du Nord. Puis sa forêt, bien, comme Jérôme l'a mentionné, est dense et préservée. Puis c'était vraiment un refuge important pour la faune. Regardez l'hiver qu'on a, là. Bien, il y a des endroits qu'on constate, parce qu'il y a eu des coupes alentour, il y a des endroits qu'on constate, le gouvernement laisse une petite bande là, le long des lacs. Bien, les pauvres lièvres, là, puis le petit gibier, dans toute cette neige-là, normalement, ils vont se réfugier en dessous de... Bien là, c'est plein de neige, parce qu'il y a tellement de poudreries, puis il n'y a plus de couvert forestier. Je pense qu'il faut penser à eux aussi. Hein, la faune et tout ça. Puis, il y a une baisse marquée, je le souligne, les Mohawks, généralement, les autres, ils récoltent à peu près 12 orignaux par année. Cette année, 1. Il y a quelqu'un sur le rang 9 chez nous qui marquait ça sur un calendrier. Il voyait une 40aine de fois des orignaux dans l'année. S'il y en a vu 5-6 cette année, c'est beau. Mais il y a eu des coupes aux alentours. Il y a eu des coupes à la Montagne Noire. Tout ça, ça nuit au foisonnement de la biodiversité puis à la circulation de la biodiversité. Maintenant, ça nous amène à dire pourquoi le MFFP ne reconnaît pas cette acceptabilité sociale nettement en faveur de la protection du CAICOP. Je vous le dis, depuis l'ère boréale, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je vous rappelle que la nouvelle loi doit mettre au cœur les citoyens, les communautés, nommément l'acceptabilité sociale. Nous, on dit que l'évolution des mentalités au MFFP n'a pas suivi le virage. Il y a encore la vieille mentalité, c'est nous qui gérons les forêts, puis c'est nous qui allons décider. Puis ça, ces avis-là, on l'a vécu, puis on a des avis du milieu universitaire et forestier aussi, des gens qui sont réellement branchés sur le milieu de la foresterie. Puis les moyens financiers et humains, probablement, n'ont pas été octroyés à la hauteur au ministère
pour appliquer concrètement la nouvelle loi. L'acceptabilité sociale, c'est un concept ambigu. On se demande si, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a réussi à définir c'est quoi l'acceptabilité sociale. Il y a eu plusieurs colloques à Québec là-dessus, quoi que ce soit, mais je pense qu'ils ne savent pas encore c'est quoi. Puis ensuite, où est la place de la population? Ça, c'est le nœud. C'est le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui décide des grands pans d'affectation du territoire. Il va dire, dans le cas du CAICOP, ça fait longtemps que c'est décidé, c'est pour de la foresterie. Le ministère prend ça, fait ses plans de coupe. Mais nous, il est trop tard, là. La population et les communautés, où pouvons-nous réagir? Avant, en amont? On a réagi dans le cas du CAICOP. On nous a entraînés dans un processus très arbitraire que le juge Roy a clairement souligné. Mais finalement, il n'y a pas d'instance, puis on s'est plaint, puis on a répondu au ministère, on a envoyé des lettres. Il n'y a aucune instance neutre pour arbitrer les conflits comme celui du CAICOP. Fait qu'on est pris, les communautés, la population, on est pris dans ce dilemme-là. On essaie de se battre contre une machine gouvernementale et industrielle aussi. Ensuite, l'industrie forestière, pourquoi encore que le ministère ne reconnaît pas l'acceptabilité? Elle est omniprésente au MFFP, qui n'a pas les ressources pour assurer une réelle indépendance et appliquer concrètement la nouvelle loi. Puis la relation sibylline MFFP industriel forestier nuit à la participation de la population justement à cette nouvelle loi parce que le ministère, dans son rôle, il ne se voit que comme approvisionneur. C'est sa priorité, approvisionner les industriels forestiers. Ça, c'est le constat que nous, on fait présentement de ce qu'on a vécu. Ensuite, il y a la MRC. Je veux juste amener la nature, on peut-tu la laisser tranquille dans nos secteurs? Le ministère a trouvé la bonne idée de donner des terres publiques, des forêts publiques à gérer par certaines municipalités, puis leur ont dit, tirez-en des revenus, puis ça sera pour vos projets. Bien, je veux dire, chez nous, là, c'est pas drôle. Le mot CAICOP, on n'a pas été vraiment appuyé concrètement par la MRC. Fait qu'on on se dit que puis la MRC, pourtant, elle le sait que le CAICOP, c'est un centre reconnu de villégiature, en plein dans leur planification, eux, à long terme, parce que notre MRC est reconnu comme un lieu important de villégiature et de tourisme. Il me semble que ça devrait être le temps d'appuyer et de dire, voilà un cas concret. Est-ce que la MRC est réellement indépendante vis-à-vis de la MFFP pour défendre des territoires comme le nôtre qui est sous la gestion de la MFFP? Puis aussi, est-ce que la MRC est réellement neutre? Lorsque nous, on arrive et on dit à la MRC, les coupes que vous avez planifié faire là, dans certains secteurs qui sont sous votre responsabilité maintenant, nous, on n'est pas d'accord. Exemple, la TPI 68, c'est un territoire entre le CAICOP et la communauté Mohawk. Ce territoire-là, on a écrit à la MRC, on est allé faire des présentations, on a écrit au gouvernement, c'est un ancien site d'enfouissement. Il n'y a rien poussé là depuis 15 ans. C'est un ancien site de traitement des boues usées. Il y a des montagnes de, je ne vous dirai pas quoi, là, mais tout a poussé là-dessus parce que c'est riche. Mais il y a plein de forêts, il y a plein qui n'ont jamais été altérées, puis ça fait partie du corridor. Mais la MRC ne nous a pas écoutés parce qu'ils avaient obtenu une subvention pour aller faire des routes forestières. Ils sont allés faire des routes forestières là-dedans, ils ont scrappé le territoire. Il y a des milliers pas des milliers, mais des centaines de tonnes de sédiments qui ont coulé dans la belle rivière du Frêne qui passe juste au pied, dans laquelle il y a des truites indigènes puis il y a des frayères importantes. Là, ils sont prêts avec ça. Il n'y a personne qui va aller couper là. Fait que là, ils sont obligés d'essayer de... Ils ont injecté un produit pour ressemer des graminées là-dessus, pour réparer un peu l'erreur. Mais moi, je dis que c'est pas correct. Laissez la nature tranquille, surtout dans des secteurs de villégiature. Moi, je trouve que la relation monétaire MFFP-MRC souligne une apparence de conflit d'intérêts. Puis on voit la même chose dans la MRC de la Mattawini également. Pourquoi la MFFP je termine bientôt. Pourquoi la MFFP ne reconnaît pas que le CAICOP possède tous les attributs environnementaux nécessitant sa protection? Bon, comme j'ai mentionné tantôt, c'est le ministère de l'Énergie et des Ressources a affecté le territoire pour des coupes, puis le ministère se cantonne dans son rôle là, je l'ai baptisé, du ministère d'approvisionnement des industriels forestiers. Au lieu de MFFP, on devrait l'appeler le MEF. Je pense que ça reflète vraiment comment c'est vécu dans la région. On a contacté l'environnement, on leur a présenté notre dossier, on est monté à Québec, mais ça travaille en cheminée, les ministères. On regrette, nous, oui, vos prétentions, on pense qu'ils sont sérieux, mais on ne peut pas se faire. Il faudrait que la demande vienne du ministère des Forêts. Ça fonctionne comme ça. Puis les industriels forestiers mettent beaucoup de pression quand arrivent des moments où protéger des zones. On a des cas vécus là, dans les Laurentides et dans la Naudière.
Appel au gros bon sens, le cas CAICOP démontre que le MFFP doit entreprendre un virage pour réellement appliquer les concepts de la nouvelle loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Le projet de conservation de la coalition, c'est à peine 40 km². Ça inclut le massif, puis ça inclut un corridor nord, puis un corridor sud de biodiversité pour pouvoir assurer la connexion avec les autres écosystèmes. Et on dit pour le MFFP, c'est une goutte d'eau, mais c'est beaucoup pour le foisonnement de la biodiversité et de la nature, car il y a urgence de maintenir des corridors de connectivité écologique. C'est un projet reposant sur des études sérieuses et fortement appuyé par la population. En conclusion, pour le gouvernement, pour le jeune gouvernement qu'on a en place, c'est une occasion unique d'appuyer un projet environnemental durable et porteur de réelles retombées économiques. Agissons par devoir de respect pour la nature et la faune qui, en cette grave période de changement climatique, doivent être protégés. Nous assistons en direct à l'effondrement de la biodiversité. Le mot diminution n'est pas assez fort. Il s'agit bien d'un effondrement auquel nous assistons, tel que documenté au dernier rapport du Fonds mondial pour la nature, intitulé « Planète vivante ». Il faut vraiment repenser nos façons actuelles de toujours développer pour assurer la saine croissance économique. Voilà. Je peux peut-être montrer la carte. Je vais vous montrer la carte rapidement du... Oui, Robert. Oui. Ensuite, on va entendre Robert Boulet, qui est président du conseil d'administration du centre de la base de plein air, l'Intervalle. Robert, si tu veux. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas tellement habitué à parler en public, fait que j'ai pris des notes ce matin. Alors, je me présente, Robert Boulet, je suis président de l'Intervalle, la coopérative de solidarité de plein air. Et puis, j'ai la deuxième feuille, fait que je vais commencer par la première. Alors, l'Intervalle était en faillite il y a 3 ans environ. Alors, nous, on était des utilisateurs de la base de plein air. Et puis, pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est un joyau qu'on a au Québec qui est en fait un beau lac situé devant une montagne, qui est protégé, qui n'a pas de chalet alentour. Alors, nous, on pensait, et puis on a créé pour ça la coopérative de solidarité, qu'on voulait protéger. On ne voulait pas que ça soit remis dans des mains privées, puis développé comme le Mont-Tremblant, en fait. On voulait développer un projet qui avait le moins d'impact possible sur l'environnement. Et puis, on savait aussi que pour ça, il faut aussi qu'il y ait un enjeu économique. Le fait de développer du tourisme amenait de la clientèle de Montréal, de la région. Et puis, ce qui fait que ça génère beaucoup d'activités. Et puis, nous, en offrant l'hébergement, les gens, quand ils viennent chez nous, ils vont à l'épicerie du coin, ils vont prendre de l'essence à côté, puis ça génère un grand potentiel économique. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé. On est parti il y a 2 ans, on est parti à 0, et puis maintenant, je dirais qu'on a atteint à peu près 20 % de notre potentiel. On est rendu au seuil d'équilibre budgétaire. Alors maintenant, pour la première année, on fait des profits, et puis on est sur le point d'engager un nouveau directeur général qui va en fait aussi créer plus de visibilité pour l'Intervalle. C'est un des grands problèmes de la base de plein air de l'Intervalle. Même le gouvernement n'était pas au courant qu'on existait. C'est un grand mystère parce que l'Intervalle, une fois qu'on est allé, après ça, les gens n'oublient jamais. Là. En fait, c'est un lieu particulier où les gens créent des liens. Nous, ce qu'on voulait en créant la coopérative de solidarité de plein air, c'était de créer un endroit où les gens pouvaient faire du plein air à peu de frais. Alors, on favorise aussi les familles défavorisées. À l'origine, on subventionnait. Présentement, on est sur le point de pouvoir refaire ça à nouveau. Alors, on essaie de garder nos tarifs le plus bas possible pour que ce soit accessible au plus de gens possible. Alors, nous, on est tous des bénévoles à la base de plein air. On est une 30aine de membres qui ont créé la coopérative pour investir 1,2 million dans le projet. On a été aidés par l'Industrie Québec, la Caisse de solidarité. On a plusieurs organismes de la région aussi qui nous encouragent. Nous, évidemment, on est complètement en soutien de la coalition qui veut la protection du Mont-CAICOP parce que c'est une valeur non seulement environnementale, mais aussi économique pour la région. C'est ce qui fait que les gens viennent à l'Intervalle. C'est ce qui fait que ça génère tous les revenus qui peuvent aller alentour de ça. On pense que c'est
plus important ou que la valeur économique est plus importante que si le mont était dévasté. À toutes les fins de semaine, on a des centaines de personnes qui viennent faire de la randonnée, qui viennent faire de la raquette. L'été, on a des vacances familiales avec une auberge de 24 chambres. On a créé l'année passée 20 gîtes écologiques qui sont parsemés dans la forêt pour pouvoir aussi avoir le moins d'impact possible sur notre site. Le fait qu'on est seul aussi sur le site, ça fait une protection au niveau du développement. Alors, grosso modo, c'est un peu ça l'intervalle. On est un peu le rempart contre la coupe forestière. C'est nous les premiers présents qui ont premièrement vu qu'il y avait des projets, des gens qui venaient inspecter les terrains pour faire la coupe. Alors, l'intervalle est au centre de la lutte pour la protection. On est en appui, effectivement, de la coalition, puis on pense que la création d'une aire protégée, c'est un pas dans la bonne direction pour ce projet-là. Puis je pense que l'intervalle, en fait, ce qu'on dit souvent, nous, l'intervalle, ça ne nous appartient pas. On est tous, premièrement, des membres coopératifs. Nous, quand on a créé ça, c'est pour préserver l'intervalle pour les générations futures. On veut que l'intervalle appartient au Québec en entier, à toute la population. Et puis, je pense que c'est un des lieux qui est malheureusement un des seuls qui reste au Québec, où il y en a peut-être quelques-uns, une dizaine, mais de plus en plus, le privé emboîte le pas, puis une fois que c'est parti, un lieu comme ça, c'est fini, ça ne revient jamais. Là. Un coup que le privé a pris le contrôle. Alors, on espère que le gouvernement va entendre raison puis qu'il va contribuer à la préservation puis aussi à la construction de ce beau projet-là. Puis je vous invite tous à venir nous visiter. Chaque fois que vous venez à l'intervalle, vous contribuez à la sauvegarde de la forêt puis à la sauvegarde aussi de la montagne. Je pense que j'ai oublié mes feuilles, mais en tout cas, espérons que ça résume bien. Merci Robert. Pour finir, dernière intervenante, c'est Karel Méran, directeur pour le Québec de la Fondation David Suzuki. Bonjour tout le monde, je faisais juste valider une petite information. Pourquoi est-ce que la Fondation David Suzuki est impliquée dans la préservation du mont Kaikop? D'abord parce qu'on était très, très interpellés par la coalition. En 2014, la coalition a gagné le prix Action David Suzuki, qui est devenu aujourd'hui le prix Demain. C'était donc le premier prix qu'on a remis et on est allé sur place avec David Suzuki lui-même à l'intervalle. Et ensuite, pour la première fois, il y a eu un souper conjoint entre la nation Mohawk sur le territoire de Tiwaroton et les Blancs de Sainte-Lucie-des-Laurentides. Donc, c'est une montagne qui a réuni deux communautés qui, auparavant, n'étaient pas nécessairement, n'avaient pas des liens entre elles. C'est aussi une montagne qui a une importance, comme on l'a dit, au plan de la biodiversité. C'est une forêt ancienne avec des espèces à statut, des espèces donc vulnérables ou en péril. Donc, il y a une valeur écologique très, très évidente. C'est une montagne aussi où les eaux de la rivière qui passent dans le territoire Mohawk de Tiwaroton prennent leur source en partie dans le massif de Kaikop. Ils ont des inquiétudes, évidemment, les Mohawks, sur l'impact que les coupes forestières pourraient avoir sur les eaux qui passent chez eux. Donc, autant au plan de la question de la mobilisation de la collectivité, les droits des Premières Nations, la valeur écologique du site, font en sorte que pour nous, c'est vraiment un joyau méconnu des Laurentides et c'est très bien comme ça parce que c'est probablement ce qui a sauvé Kaikop jusqu'à maintenant. L'autoroute 15 ne passe pas à côté, ni la 117. Et donc, ça a permis de préserver cette montagne-là à son état sauvage. Maintenant, évidemment, au Québec, par le passé, quand c'est le temps d'établir les zones de coupe forestière, on coupait partout parce qu'on est dans une province, dans un pays qui s'est construit sur l'exploitation de ressources naturelles. Puis, à l'époque où on a fait ces cartes-là, il n'y avait peut-être pas... On se questionnait moins, par exemple, sur est-ce qu'on devrait protéger les forêts anciennes des Laurentides parce qu'à l'époque, il y en avait partout, des forêts anciennes. Là, il n'en reste pas beaucoup. Au sud du Québec, et on a l'opportunité, l'occasion d'aller faire des coupes forestières ailleurs. Ce n'est pas le seul endroit où on peut faire de la coupe forestière.
Et donc, il n'y a pas une perte économique à dire on ne coupera pas dans le massif CAICOP. On a simplement envoyé les forestières couper ailleurs. Et pour nous, il y a quelque chose d'impensable là-dedans à dire qu'on va aller détruire un écosystème aussi riche ce faisant, dans le fond, privilégier. On se retrouve dans un conflit d'usage. Hein? C'est-à-dire que parce que par le passé, on a dit le Québec, c'est un endroit où on va couper presque partout, puis que les cartes sont bloquées comme ça. Aujourd'hui, on ne veut pas les retirer des coupes forestières. On se trouve finalement à affecter tous les autres usages qui pourraient être faits, incluant les usages de la biodiversité, donc les espèces qui ont besoin de cet écosystème-là, mais aussi la villégiature, aussi tous les autres services écosystémiques dont Jérôme faisait mention tout à l'heure. Alors, d'un côté, on dit, on va aller couper parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, puis on va continuer, puis il y a une proximité vraiment, vraiment dérangeante entre les compagnies forestières, l'industrie forestière, les MRC, puis le ministère. Donc, d'un côté, on favorise uniquement la cueillette ou le prélèvement de la matière ligneuse, puis on laisse tomber tous les autres usages. Ou bien, on dit, OK, on va faire un équilibre. Puis la façon de faire l'équilibre, c'est pas de couper un petit peu dans le massif, c'est de protéger le massif puis couper ailleurs. Il y a des endroits, quand on voit une forêt comme celle-là, il y a des endroits où, oui, c'est logique de dire, peut-être qu'on a fait erreur, ou peut-être qu'à l'époque, quand on a pris la décision de l'ouvrir aux coupes forestières, c'était un autre contexte, mais quand on arrive 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, dans le contexte actuel d'effondrement écologique, là, on a l'occasion de dire, OK, il y a un endroit, il y a un site vraiment important là, qui a toutes les qualités requises et l'appui de la population pour être protégé. Il n'y a comme pas de raison de ne pas protéger CAICOP, sauf de se dire, on ne revient pas sur les décisions du passé, ce qui n'est pas une raison pour moi, ou finalement qu'on veut favoriser l'industrie forestière. Donc, le gouvernement, le nouveau gouvernement du Québec a vraiment une opportunité ici de poser un geste en matière de protection de l'environnement, en matière de conservation, qui n'aura pas d'impact négatif au plan économique, au contraire, qui va avoir des impacts positifs, qui va avoir un impact positif sur la protection de l'environnement, puis qui va démontrer qu'on est capable encore au Québec d'identifier nos joyaux puis de les protéger avant qu'il soit trop tard. Puis je pense que c'est le message qu'on va envoyer ici. Le jour où on va commencer à faire les coupes, les arbres de 100 ans qui sont là-dedans, ils ne repousseront pas. Là. Il y a vraiment quelque chose d'unique à préserver. C'est le message qu'on voulait envoyer. Merci, Karel. Maintenant, la conférence finie pour les conférenciers, mais on va garder quelques minutes pour les questions. On a des journalistes dans la salle, donc je vais juste vous passer les microphones pour que les gens qui sont à distance entendent vos questions. Je ne sais pas si... Oui, en priorité avec Jérôme Duprat, parce que je pense qu'il doit partir. Moi, c'est Andréane Côté-Saint-Laurent de Radio-Canada. J'ai une question pour monsieur de la Fondation David Suzuki. En fait, vous dites, je me fais l'avocat un peu de l'opposition, là. Vous dites, le mont CAICOP, c'est très important de le préserver pour diverses raisons. Vous dites qu'on peut faire des coupes ailleurs. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'il y aurait des coupes qui pourraient être faites ailleurs. Pourquoi ça serait mieux ailleurs que là? Je veux dire, il y en a des forêts, là. Il y en a partout des forêts. Puis, ultimement, ce que le gouvernement a fait, il ouvre des terrains de coupe, puis d'une année à l'autre, ça se déplace, puis on régénère des forêts, puis on va ailleurs, tout ça. Donc constamment, les forestières doivent se déplacer pour aller vers des nouveaux territoires. C'est pas comme si on manquait de territoire pour faire des coupes forestières au Québec. C'était dans ce sens-là que je voulais l'amener. Et donc, les compagnies forestières sont habituées à ça. Peut-être que pour la compagnie forestière, c'est plus rentable d'aller à CAICOP parce que c'est plus proche pour toutes sortes de raisons. Peut-être que pour eux, c'est plus payant. Mais est-ce que ça sert l'intérêt public d'aller ouvrir la coupe là où c'est plus payant pour la compagnie forestière, ou est-ce que c'est pas plutôt le rôle du gouvernement du Québec de dire, attention, ici, on a une forêt qui est vraiment unique. Et donc, on ne la coupera pas, on va vous envoyer ailleurs. Puis ce qui me renverse là-dedans, c'est que ça a été des bénévoles qui ont été obligés de lever des fonds
pour aller chercher les 80 000 pour faire la caractérisation de la forêt, parce que pour le ministère des Forêts du Québec, c'est pas important de savoir qu'est-ce qu'il y a là. Je veux dire, en termes de biodiversité, ils savent qu'il y a des arbres, ils savent c'est quoi le potentiel de récolte, mais ils ne connaissent pas l'écosystème dans son ensemble. Puis il y a quelque chose il me semble qu'en 2019, quand on aborde une forêt, on devrait réfléchir à l'ensemble de l'écosystème, pas uniquement à la quantité de matière ligneuse qui peut être récoltée. Et donc, je pense qu'il y a une partie du travail qui a été faite par le ministère, mais la caractérisation très poussée qui a été faite, elle a dû être faite par des citoyens, des citoyennes. Puis le système, comme je dis, il n'y a pas d'endroit où les citoyens peuvent, comme quand il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour les couples, il n'y a pas d'endroit neutre. C'est-à-dire que le système est bâti de façon à ce que, au bout du compte, on essaie de livrer du potentiel de coupe à des compagnies. Alors qu'au contraire, on devrait être en train de déterminer qu'est-ce qui va être protégé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais c'est deux ministères différents qui font ça, puis ils ne se parlent pas tellement entre eux. Donc mais pour répondre à votre question, j'ai fait une longue réponse. Je suis désolé, j'étais un peu grippé aujourd'hui, là. Il y a de la forêt en masse, il y a du bois en masse dans les Laurentides. On n'est pas obligé de couper Kaycop. Il n'y a pas un village qui va fermer demain matin parce qu'on va arrêter les coupes dans Kaycop. On n'est pas dans une situation là, comme on voit des fois dans certaines régions du Québec où il n'y a pas d'autre option. Puis si on arrête les coupes, ben là, on ferme le village. Là, ou c'est comme une mine qui fermerait. On n'est pas dans cette situation-là. On est capable d'aller ailleurs. Je suis Nathalie Schneider, chroniqueur plein air au Devoir. Alors la question est pour vous, Monsieur Boulet. Vous dites que l'intervalle a fait faillite en 2013. Depuis 2013, qu'est-ce que vous avez mis en place à la coopérative justement pour attirer plus de gens, de villégiateurs, ça marche pas ça. Et donc attirer plus d'amateurs de plein air de la grande région de Montréal, rentabiliser l'intervalle et ainsi agir comme une force de frappe économique. Si tu peux aller les gens qui sont à distance. Bon, alors, premièrement, pour vous répondre à votre question, en fait, il fallait présenter un projet. On a réussi à rassembler plusieurs bailleurs de fonds. Alors, il fallait, amener un projet qui soit viable avec des études. Je peux vous dire que quand vous empruntez à Investissement Québec, vous ne pouvez pas juste dire « je veux 1 million » puis ils vont vous donner la réponse. Alors, il fallait présenter un projet. On a présenté le projet de créer 20 gîtes de forêt pour créer une nouvelle demande, une nouvelle clientèle aussi. On voulait compléter avec nos gens qui viennent en vacances l'été. On voulait aussi créer un milieu 4 saisons parce qu'à l'intervalle, on a un climat particulier où il y a de la neige. Comme il y a plu toute la semaine ici, là-bas, on a 20 pieds de neige. Alors, c'est vraiment, même comparativement à Saint-Donat ou à Saint-Agathe, c'est vraiment hallucinant. Pour les sports d'hiver, c'est exceptionnel. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de créer des partenariats, entre autres avec MEC, qui est venu faire la course MEC l'année passée. Puis d'ailleurs, les coureurs disaient que c'était le plus bel endroit qu'ils ont eu dans toute leur course l'été passé. Avec la FQME, qui se trouve la Fédération québécoise de la montagne, on est en train de développer des circuits de ski hors piste. Alors, le ski hors piste, ce qui est bien, c'est que ça se marie bien à l'environnement aussi parce qu'il n'y a pas de coupe forestière en tant que telle. C'est que les gens font du ski à travers les arbres. Là, et puis, ça même, l'entretien qu'on fait même génère plus de biodiversité. Alors, depuis 2 ans, le ski de hors piste est devenu vraiment un des gros développements qu'on a eus. Les gens viennent de plus en plus. On est passé de 2-3 skieurs l'année passée à près d'une 40aine par fin de semaine présentement. Mais maintenant, c'est en train de presque dépasser les gens qui font de la raquette. Il y a des dénivelé de 300 mètres. Pour retrouver ça, il faut aller dans les monts Chic-Choc en Gaspésie. C'est à côté de Montréal. Oui, effectivement. D'ailleurs, le FQME, c'est ce qu'ils nous ont dit. Quand ils nous ont approchés, nous, on n'avait pas les moyens de développer ça, mais le FQME dit on va le développer, nous, parce que vous êtes la montagne dans la région de Montréal. C'est l'endroit où, pour le ski hors piste, se compare au Chic-Choc en Gaspésie. Alors, puis on le voit de plus en plus dans les revues de ski hors piste.
De plus en plus, on voit l'intervalle, c'est promu par les skieurs eux-mêmes. Les gens font des vidéos de leur... nous, notre projet, c'est aussi de développer de nouveaux sports. En fait, c'est dans la lignée tout à fait du gouvernement. Le gouvernement veut que les gens soient plus actifs, fassent plus d'activités physiques. Et puis, même les bases de plein air sont encouragés à ne pas faire du dessin ils sont encouragés à faire du plein air pour que les gens soient actifs. Ils ne veulent pas qu'on fasse des ateliers de macramé. Ils veulent qu'on amène les gens à sortir dehors pour faire du sport. Alors, il y a des questions de santé publique aussi qui sont associées à ça. Exactement. Et puis, plus ça va, plus on est attractif. Alors, mais on n'est pas encore très, très connu. Mais plus on va pouvoir se développer, plus on va pouvoir aussi se faire connaître. Et puis, je pense que tout le monde bénéficiaire, autant les gens pour leur santé que pour les gens puissent sortir de la ville aussi puis connaître un endroit exceptionnel. Donc, je pense que... Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Merci. D'autres questions? Merci beaucoup. Donc, je vais dire... Mon technicien a arrêté le Facebook. Merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez faire des questions directement avec les chercheurs, Karel, Robert, Claude, vous pouvez prendre quelques minutes ici ou les prendre à part. Oui? Je m'excuse, je vais juste vous montrer la carte là, que je vous parlais tantôt. Donc, on voit ici, ça, c'est le territoire Mohawk. Là. On voit juste une pointe parce qu'il y a 100 km². On voit notre projet. Tout ça, c'est 40 km. Il y a le corridor nord, corridor sud, qui a le massif du CAICOP. Nous, on a vraiment travaillé la caractérisation dans le massif du CAICOP par rapport à ce qu'on a fourni en 2014. Fait que le corridor sud alimente le territoire. Le corridor nord, regardez ici, c'est le lac Archambault, lac Ouareau. Tout ça, c'est interrelié. Ça a des impacts sur ces grands lacs-là. Puis nous, ce qu'on vit, c'est protéger ce qui est public. Ce que vous voyez d'autres couleurs, c'est des territoires privés. Ce sont des forêts privées. Les gens entretiennent leurs forêts. C'est des massifs importants. C'est tout connecté ensemble. Fait que je pense que c'est important de vraiment protéger cette région-là. Puis, je répète, c'est 40 km². C'est peu pour le gouvernement. Donc, voilà. Merci.